À 20h40, retour en direct sur le plateau du 120 minutes pour évoquer ce drame à Alfortville dans le Val-de-Marne. Bonsoir Samy Sfaxi, vous êtes sur place pour BFM TV. 3 enfants, 3 filles de 4, 10 et 11 ans retrouvés sans vie dans leur logement. C'est le père qui s'est accusé à Dieppe en Seine-Maritime. Sur le plateau ce soir, pour parler de ce sujet, là, Mickaël Darmon toujours et Bruno Pomar. Bruno Pomar, on sait qu'il y a un débat évidemment en ce moment, et on y reviendra sur d'autres sujets, sur l'explosion des violences et des homicides. Après, effectivement, il y a toute une chaîne, je dirais, d'acteurs qui doit rentrer en lien. On parle des psychologues, des psychiatres, etc., qui sont censés suivre ces gens qui sont multirécidivistes pour certains sur des violences intrafamiliales. Où sont-ils? On manque de psychiatres, on manque de psychologues. Voilà. Cette chaîne de soutien et d'encadrement, je dirais, pour peut-être éviter le pire, elle n'est pas encore présente, malheureusement. On en vient au règlement de compte autour du trafic de drogue qui ont fait une nouvelle victime collatérale après Socaïna à Marseille, après Fayed à Nîmes. Hier soir, c'est un homme de 55 ans qui a été mortellement touché par une balle perdue. C'était à Dijon où on retrouve notre envoyé spécial ce soir, Angie Louata. Bonsoir Angie. La CRS 8 vient d'arriver en renfort. Merci beaucoup Angie, avec Margot Seff pour BFM TV, donc à Dijon. Bonsoir Abel Boilly. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau, vous êtes président de l'association Tous Unis. À vos côtés Jean-Yves Camus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques Fondation Jean Jaurès. On parlera dans un instant d'un autre sujet, l'ultra-droite, mais j'en profitais pour vous présenter. Vous parlez de Marseille, mais monsieur Boilly, ce qui frappe, c'est que justement, on n'est plus à Marseille, et qu'on a le sentiment que c'est un peu partout maintenant. Est-ce que c'est votre constat? Et est-ce que, j'imagine que vous êtes d'accord, est-ce que disait Bruno Pomar à l'instant, c'est que la police, c'est bien quand il faut agir, mais c'est déjà le signe que c'est trop tard. Bien entendu, mais au niveau du constat, je vais le partager parce qu'au niveau de la prolifération du trafic de stupéfiants accompagné de sa professionnalisation, c'est quelque chose que l'on retrouve malheureusement partout. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de retard parce que nous avons fermé les yeux. On pourrait parler du clientélisme de certains élus, pas tous bien entendu. Et il faut rappeler en plus que on parle d'une ville comme Dijon qui est une ville moyenne, mais il faut rappeler que la situation du trafic de stupéfiants dans toutes ces villes moyennes sont irriguées par des fours, des gros bonnets dans les grandes villes en réalité. Donc il faut voir géographiquement les villes qu'il y a à côté pour savoir effectivement comment ça se passe. L'aspect de la prévention, l'importance d'inonder le système scolaire, c'est quelque chose que je répète tout le temps auprès de la jeunesse sur 3 choses. Le trafic de stupéfiants, l'utilisation d'Internet, mais aussi la prévention contre les réseaux de prostitution des mineurs dont on ne parle pas assez et dont on oublie souvent que le trafic de stupes est souvent corrélé avec les réseaux de prostitution des mineurs juste à côté, avec des MAC, comme on dit à l'ancienne, qui ne sont plus dans un modèle tel qu'on a connu avant avec des personnes très âgées, mais qui des fois sont très jeunes, 17, 18, 19 ans, qui sont à la tête en plus des réseaux de trafic de drogue, qui font travailler 40. On n'en parle jamais, mais ce qui est une grave erreur, parce qu'on va se réveiller dans 10 ans et on va se rendre compte que la prolifération des réseaux de prostitution des mineurs est quasiment aussi importante que celle du trafic de stupéfiants. Mickaël Darmon, vous êtes tout n'est pas politique. Tout n'est pas policier, pardon. Non, en l'occurrence, oui, je m'apprête à rebondir. Abel Boilly, vous, dont le discours tente à pacifier les relations, notamment dans les quartiers, mais pas seulement. Quand vous voyez cela, vous vous dites que c'est peine perdue? Ou vous dites c'est l'occasion aussi de renouer une forme de dialogue ou de renouer une façon... Si je me dis que c'est peine perdue, j'arrête ce que je fais. Et tous les acteurs arrêtent. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que ce qui se passe avec ce groupuscule d'extrême droite est l'illustration d'un délitement au sein même de la société, c'est-à-dire que maintenant il y a des sectes idéologiques, le sens de la nuance a totalement disparu, chacun choisit ses opprimés, ses victimes, et ne fait la promotion, entre guillemets, mortifère, que de ce qu'il considère être juste pour lui ou pour elle. Et ça crée des cassures. Maintenant, nous, au sein de la jeunesse, et Bruno, que je connais très bien, qui travaille aussi avec les jeunes, fait la même chose, vraiment, nous voulons les rattacher aux valeurs républicaines, et au fait de ne pas faire les mêmes erreurs que les générations qui sont au-dessus. C'est un travail qui est de longue haleine, mais sur lequel il faut rester mobilisé. Jean-Yves Camus, en 20 secondes, s'il vous plaît, parce que j'aime vraiment me faire taper sur le doigt. Est-ce que ce n'est que le début de ce type de scène et de ce type de fonctionnement, selon vous? Si il n'y a pas une reprise en main sévère et une réponse à cette demande d'autorité, Mickaël parlait tout à l'heure de la méthode Giuliani à New York. Vous savez, on passe le Karcher et on nettoie. Ça, c'est faisable uniquement si le quantum des peines qui est applicable aux délinquants, aux trafiquants, aux personnes qui ont tué Thomas est un quantum sévère. Tout à fait. Trop de laxisme, à un moment donné, vous ne pouvez plus parler de valeurs républicaines, vous donnez l'impression de parler dans le vide. Le 120 minutes. Ronald Guintrange. À 21h30,
Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau en direct, évidemment. Après ce document exceptionnel consacré au drame de Crépol, une conséquence, une semaine après la mort du jeune Thomas, eh bien la démonstration de force de l'ultra-droite, c'était hier soir, dans la ville très proche de Crépol, Romans-sur-Isère. Près de 80 militants de l'ultra-droite se sont rendus dans le quartier de la Monnaie. C'est un quartier où les violences conjugales sont considérables. Il y a des moyens qui ont été mis. Le sujet est exponentiel. On disait tout à l'heure, 65 000 faits par an. C'est énorme. Comment suivre tout ça? Je veux bien que la justice sanctionne plus fort, mais comment fait-on surtout pour suivre ces gens? Et là, on tombe dans le néant total, parce que, encore une fois, la psychiatrie va plus mal que jamais, les psychologues, enfin, tous ces gens qui seraient susceptibles peut-être d'apporter des réponses supplémentaires à ces problématiques. Elle n'est pas là, la réponse. Abel Boilly. À l'image de ce que vous venez de dire, faut entendre la parole des victimes aussi, qui pour beaucoup militent justement pour la mise en place de tribunaux dédiés tels que l'on peut le voir en Espagne ou au Canada. Parce qu'il y a un problème aussi au niveau du traitement judiciaire, en tout cas qui est vécu comme un problème, c'est la dichotomie des fois entre la décision au niveau du pénal et du civil, avec une mesure d'éloignement d'un côté et de l'autre côté, un JAF, comme on dit, un juge des affaires familiales qui va estimer qu'il ne faut pas briser la filiation entre un père et son enfant, ce qui fait que le bourreau peut continuer de manifester une emprise, peut continuer d'oppresser la victime. Et ça crée des situations très difficiles psychologiquement. Donc, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va se dire encore plus jamais ça jusqu'à la prochaine victime? Donc, Monsieur le Président de la République a pu faire une déclaration tonitruante disant qu'on allait y mettre fin. Mais désolé, une situation qui périclite depuis des décennies, voire des siècles, lorsque l'on parle de violences faites aux femmes, va mettre beaucoup de temps pour que l'on puisse arriver à une situation de normalisation, malheureusement. Dernier sujet, je voulais vous soumettre à tous les trois, c'est les conséquences de ces règlements de compte autour du trafic de drogue, avec une nouvelle victime collatérale. On se souvient de Sokaina à Marseille, de Fayed, 10 ans à Nîmes. Eh bien, hier soir, c'est un homme de 55 ans qui a été mortellement touché par une balle perdue. C'était à Dijon, où on retrouve Angie Loata. Bonsoir, Angie. Conséquence quasi immédiate, la CRS 8 spécialisée est arrivée en renfort. Merci beaucoup, Angie, avec Margot Seff, donc, dans cette ville de Dijon. Abel Boilly, à quel point, selon vous, le trafic de drogue, et vous parliez tout à l'heure aussi de trafic sexuel, impacte la vie des Français ou des habitants de ces quartiers? À quel point ça les empêche d'avoir une vie normale? Je pense que c'est un point qui nous est même difficile d'imaginer, tellement c'est profond. Vous voyez l'image de cette vitre brisée avec la poussette derrière, illustre parfaitement la terreur que ressentent les habitants de ces quartiers, qui sont ultra majoritaires, bien entendu, à ne pas être dans ces voies de terroristes, à travailler chaque jour pour les jeunes, à aller à l'école, et qui se retrouvent entachés dans leur image à cause de cette minorité délinquante et bruyante qui salit l'image de la majorité silencieuse. Donc il y a un travail effectivement, des actions coup de poing comme ça a été dit, c'est bien, mais je peux très aisément imaginer le ressenti des habitants de ce quartier qui doivent se dire « Ok, ça va se calmer pendant 2-3 jours, mais on sait très bien que les CRS vont partir au bout d'un moment et que ça va recommencer. » On l'a vu à Nîmes et on le voit sur tous les territoires où il se passe la même chose et où il y a malheureusement des victimes collatérales. Comment, avant de parler justement de ça, comment on remplace les policiers une fois qu'ils sont partis? Est-ce qu'on doit les remplacer par l'éducation, par l'encadrement social, par l'argent? Comment on les remplace, ces gens-là, une fois qu'ils sont partis pour le côté répressif sécuritaire? Je dirais pas remplacer, mais comment on renforce ce qui existe déjà? Parce que j'imagine bien que dans ce quartier, il y a des acteurs de terrain qui se battent au quotidien et qui transpirent chaque jour par moment au péril de leur vie. Il faut renforcer les moyens de prévention. Donc moi, je prêche pour ma paroisse, entre guillemets, parce que je suis dans ce domaine-là. Parler à ces jeunes, leur rappeler que la voie de la délinquance, le chemin, c'est soit la prison, soit la mort, et qu'il faut remettre vraiment l'esprit républicain au sein de ces quartiers prioritaires et surtout au sein de la mentalité de ces jeunes qui font le choix de chemins fallacieux, pensant que c'est un chemin de réussite. Mickaël. Écoutez, à travers les sujets qu'on vient de traiter ce soir, on ne peut pas s'empêcher d'avoir quand même une pensée pour Gérard Collomb, Premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui est décédé hier et qui quittait le ministère en 2018 lorsqu'en évoquant les fractures donc, du pays et la situation dans les quartiers en disant « Aujourd'hui, on vit côte à côte, je crains que demain, on vive face à face ». Et essayer, tester ça.
de dire faire des équipes mixtes police, militaires, dans ces quartiers, les quadriller pendant des mois et des mois, travailler pour tenter d'éradiquer, avec les services de PJ, avec les services de stup, éradiquer le trafic profond de stup qui se fait, parce que c'est ça la gangrène, c'est 50, 100 personnes qui nous embêtent sur ces quartiers. Et ensuite, travailler tout l'aspect social, ce que disait Abel très justement, c'est-à-dire le travail social de proximité que je fais à travers mon association, parce que je pense que c'est important, parce que les gens sont là, habitent ces quartiers. Et je pense que la fidélisation, à mon sens, pourrait apporter des réponses, parce que on en a la preuve avec les images de ce soir. Et si on renforçait l'école, ce serait pas une bonne solution d'avoir plus de profs, plus de moyens pour l'éducation? Parce que visiblement, c'est aussi par ça que on infuse et on donne une identité à un pays, à une nation. Il faut toujours travailler sur les 3 piliers de la République. La performance de l'école, il y a encore trop de disparités d'un territoire à l'autre. La discrimination à l'embauche, au logement. Et là, il y a la question du décloisonnement géographique, parce qu'il faut rappeler comment ces quartiers ont été faits, où on a parqué certaines populations. Et aujourd'hui, on s'étonne que 40, 50 ans plus tard, il y ait des situations qui soient délicates. Mais si vous me permettez de dire une chose, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Il y a certaines personnes qui organisent souvent des manifestations contre pas mal d'injustices sociales, et c'est tout à fait normal de le faire. Mais ce qui me gêne, c'est de voir qu'il n'y a jamais de manifestation contre la violence des trafiquants de drogue dans les quartiers prioritaires. Et vous serez le bienvenu pour en reparler sur le plateau. Merci à tous les trois d'avoir été longuement avec moi ce soir pour évoquer les différentes thématiques de l'actualité. Dans un instant, Week-end Direct, Alice Derfay.